Nous allons laisser la parole à l'assistance. On va aller de la gauche vers la droite. Oui, doyen Sarr d'abord. Depuis une trentaine d'années, nous tournons autour des mêmes problématiques. Nous préconisons les mêmes démarches, les mêmes voies, et nous trouvons à terme que tout cela ne mène nulle part. Alors j'ai envie, pour ceux qui ne me connaissaient pas ce caractère, d'arrêter, de casser ce ronronnement, d'arrêter. Il faut qu'on redimensionne. Mais alors, vraiment redimensionner à la hauteur de nos moyens, nos projets, nos politiques publiques qui adressent les questions aussi fondamentales pour la demande sociale que l'emploi, la formation et l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi. Il nous faut arrêter, casser ce ronronnement. Parce que nous sommes aujourd'hui acteurs et témoins, et demain nous pouvons répondre d'une responsabilité testimoniale. Qu'avons-nous fait? Sinon, approcher des problèmes aussi vitaux de manière strictement stratégique, conceptuelle, théorique. Je pense qu'il nous faut downsize, redimensionner nos ambitions. Qui peut dire, dans une réflexion qui vise à promouvoir l'insertion des sortants des dispositifs de formation, quel est l'état de la formation au Sénégal? Qui peut répondre à cette question? Quelqu'un l'avait posé non loin de là, une grande figure de l'État, d'avant Yodou Yokouté. Personne dans la salle n'avait su répondre. Et cela vaut toujours. Personne ne peut dire de manière quantitative, encore moins de manière qualitative, ce que représente la formation au Sénégal. Tout secteur de formation confondu. Personne. Qui peut dire quel est le taux de chômage au Sénégal? Je défie n'importe quel expert des questions d'emploi de répondre, ou n'importe quel service public ou privé de l'emploi de répondre à cette question. Nous avons besoin, dans le cadre de la loi d'orientation, de pouvoir, à la fin de chaque année, mesurer l'impact de la formation professionnelle sur l'économie sénégalaise de manière générale. Et cela amène des incidences sur le positionnement et la tutelle de certains dispositifs de formation. Cela amène également des modalités de changement dans la gouvernance des structures de formation professionnelle technique où forcément le secteur privé doit être mis en avant. Nous le verrons. Peut-être avant la fin de l'année, certains dispositifs expérimentaux vont être mis en place, ou peut-être au niveau de son lycée technique, il va avoir un secteur privé qui va présider le conseil d'administration de son établissement pour définir l'offre de formation et sanctionner ce qui se fait chaque année. Juste pour vous rassurer et rassurer l'ensemble des établissements que dans le cadre de la réforme, nous avons mis en place un fonds unique de financement de la formation professionnelle et technique qui relance également cette forme d'unicité de la formation, cette forme de guichet unique que nous voulons mettre en place pour la formation professionnelle et technique. Ce fonds unique va financer l'ensemble des actions de formation, des dispositifs publics et privés pertinents en phase avec des problématiques d'insertion des jeunes. Ce financement se fera sur la base d'un contrat de performance entre le dispositif de formation, qu'il soit public ou privé, et le fonds de financement de la formation professionnelle technique. Ce sera un seul fonds unique au Sénégal. L'ONFP va se spécialiser sur l'ingénierie de formation et sur la maîtrise d'ouvrage déléguée en termes de travaux de construction pour le ministère. C'est ces réformes-là que nous mettons en place et nous sommes dans la phase de recherche d'un directeur général pour le fonds. Donc pour vous dire que c'est des choses qui avancent, qui ne traînent pas. À supposer que tous les problèmes de formation, par un coup de baguette magique, soient réglés maintenant, est-ce que les 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi trouveront du boulot? Et la réponse est non. La réponse est non parce que on a des problèmes structurels au niveau de l'économie sénégalaise et ça ne sert à rien de les occulter.
La première difficulté, ce n'est pas un problème de formation. La première difficulté, c'est que l'économie sénégalaise, telle qu'elle fonctionne, ne crée pas d'emploi. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 34 ans, il y avait 200 000 employés dans le secteur privé. Aujourd'hui, il y en a 300 000. 35 ans après. Il y avait 70 000 fonctionnaires. Aujourd'hui, il y en a 125 000. La belle affaire. Ça signifie que, en proportion de la population active, le nombre d'emplois formels du secteur public et du secteur privé ont baissé. Si je prends l'exemple d'un projet, supposons par exemple, lorsque l'ANIDA prévoit d'installer d'ici 2017 30 000 jeunes, et que de l'autre côté, si d'ici 2017 il y a 50 000 jeunes qui abandonnent l'agriculture, si d'ici 2017 il y a 750 000 jeunes qui demandent un emploi, et dans ces 750 000 jeunes, s'il y a, supposons juste 100 000 jeunes qui demandent juste à s'insérer dans l'agriculture, est-ce que la réussite de ce projet permettrait de résorber tout ce gap de jeunes? Je pense que non. C'est pourquoi la question de l'installation ne devrait pas se limiter à la seule réponse à un projet qui a réussi ou bien à un programme qui a réussi. Ça devrait faire appel à plus que ça. Et plus que ça, c'est une stratégie ou bien une politique nationale d'installation où toutes les institutions qui ont une compétence en rapport à ces facteurs dont je viens de citer, qu'on puisse définir leur rôle et responsabilité et qu'ils puissent agir en synergie. Il y a au moins quelques chiffres que l'on connaît. En 2012, le Sénégal a importé 2500 milliards. Il a exporté 1100 milliards, ça vous fait un déficit de la balance commerciale de 1400 milliards. En 2013, ce déficit de la balance commerciale s'est aggravé de 300 milliards supplémentaires. Ça signifie que le Sénégal est devenu un souk. C'est un pays qui passe son temps à importer. Et quand vous importez, vous condamnez votre jeunesse au chômage.